L'air de la base opérationnelle avancée Nightingale avait un goût de sable et de métal froid. Il s'accrochait au fond de la gorge, rappel permanent de la désolation d'altitude dans la chaîne montagneuse des Argos. Le sergent Eva Rustova descendit de la rampe arrière de l'Osprey, ses bottes atterrissant sur le caillebotis d'acier perforé avec un son sourd et définitif. Le vent fouettait ses cheveux sombres sur son visage, mais ses yeux, de la couleur de l'ardoise sous un ciel d'hiver, balayaient déjà le périmètre, les concertinas de barbelés, les bastions escaux, les postes de garde lointains occupés par des ombres. Elle absorbait tout en un seul mouvement fluide. Derrière elle, 2 jeunes techniciens de données trébuchèrent en sortant, clignant des yeux dans la lumière crue du soleil, agrippant leurs valises pélicans comme des bouées de sauvetage. Ils étaient bruyants, leur bavardage nerveux contrastant violemment avec son immobilité. Rustova les ignora. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement presque inquiétante. Son sac de voyage en bandoulière sur une épaule, sa posture droite, sa présence un nœud compact d'énergie disciplinée. Le général Marcus Thorne observait approcher depuis l'entrée du poste de commandement un bunker de béton à moitié enfoui dans le sol rocheux. Il se tenait les mains sur les hanches, sa mâchoire figée dans une expression permanente d'impatience. C'était un homme imposant, bâti comme le bélier qu'il pensait être, et il cultivait une aura d'autorité brusque et sans fioriture. À ses côtés, le major Kent, un homme dont la colonne vertébrale semblait avoir été chirurgicalement remplacée par une charnière, arborait un sourire narquois. « C'est elle ?» demanda Kent, sa voix un ricanement destiné uniquement au général. L'analyste superperformante qu'ils ont envoyée du commandement. On dirait qu'elle a à peine l'âge de commander une boisson. Thorne grogna, ses yeux se rétrécissant sur Rustova. Il voyait une femme de taille moyenne, mince mais pas frêle, dans un uniforme propre et parfaitement ajusté, dépourvu de tout insigne distinctif au-delà de son grade. Son dossier avait été mince. Eva Rustova, sergent, renseignement des transmissions, note maximale en analyse, linguistique et corrélation de données. Une bureaucrate de bureau, une grindeuse de chiffres envoyés sur ce sommet, désolée parce qu'un planqué dans un bureau climatisé pensait que ses instincts tactiques avaient besoin d'un supplément numérique. L'insulte était palpable. Rustova s'arrêta à 3 pas de lui, son regard au même niveau. Elle ne salua pas immédiatement, laissant plutôt ses yeux glisser brièvement vers le major, puis revenir aux 4 étoiles du général. Ce fut une microseconde d'évaluation, mais Thorne la ressentit comme un contact physique. Sergent Rustova se présentant comme ordonné, « Mon général », dit-elle. Sa voix était calme, basse, et ne portait aucune trace de l'effort du vol ou de l'intimidation de son rang. Repos, sergent, coupa Thorne, renonçant au salut. Il fit un geste vague vers le groupe de tentes et de conteneurs. « Trouvez la tente S2. Le major Kent vous installera. Nous avons un briefing à 16 heures. Je m'attends à ce que vous soyez au courant de l'opération Sundown. Ne soyez pas en retard. » Il n'attendit pas de réponse, pivotant sur ses talons et retournant à grands pas dans le poste de commandement. Le congédiement était absolu. Elle était un équipement à ranger jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Ken s'avança, son sourire narquois s'élargissant. « Le S2 est par là, sergent, » dit-il, pointant du menton. « Essayez de ne pas vous perdre. C'est une grande base pour une spécialiste de la saisie de données. » L'expression de Rustova ne vacilla pas. « Merci, major. » Elle se retourna et marcha dans la direction qu'il avait indiquée, ses pas réguliers et mesurés sur le gravier. Les 2 techniciens se précipitèrent pour la rattraper, se débattant avec leur équipement. Alors qu'elle s'éloignait, l'un des gardes à l'entrée du poste de commandement, un caporal au visage brûlé par le soleil, murmura à son partenaire. Elle se déplace silencieusement. Son partenaire cracha. Silencieusement, n'arrête pas les balles. Le général a raison. Qu'est-ce qu'un gratte-papier va faire ici? Rustova les entendit. Elle entendait tout. Le murmure du vent à travers l'antenne des communications, le cliquetis lointain d'une clé sur l'acier provenant du parc automobile, la cadence précise des rondes de patrouille des gardes. Et elle entendit la condescendance, le dédain désinvolte. C'était aussi familier pour elle que le poids d'un sac sur ses épaules. C'était du carburant. Elle l'archiva, une autre donnée dans une évaluation des menaces qui tournait constamment, une sous-routine silencieuse à l'arrière de son esprit. L'élément le plus dangereux sur cette phobe, conclut-elle dans ses 5 premières minutes, n'était pas les insurgés dans les vallées en contrebas. C'était l'arrogance au commandement. La salle de briefing était un conteneur exigu et sans fenêtre qui sentait le café rassis et la sueur nerveuse. Une grande carte holographique des vallées environnantes dominait la table centrale, ses icônes vertes et rouges clignotant avaient des données tactiques.
Le général Thorne se tenait en tête, rayonnant d'impatience. Il tapota d'un doigt épais un cercle rouge désignant un complexe ennemi fortifié. « L'opération Sundown est lancée pour 4 heures demain », annonça-t-il, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Les équipes Alpha et Bravo s'infiltreront par la crête nord ici et établiront une position de surveillance. Charlie fournira un tir de diversion depuis l'est, attirant leur force principale dans cette zone de mort, fit-il avec un geste théâtral. Simple, efficace. Nous serons de retour pour le petit déjeuner. Il marqua une pause, son regard balayant les officiers et chefs d'équipe assemblés. Ses yeux se posèrent sur Rustova, qui se tenait au fond de la pièce, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Avant de procéder, l'analyste du commandement a quelque chose à ajouter. « Sergent Rustova, la parole est à vous. Éblouissez-nous avec vos feuilles de calcul. » Quelques-uns de ses officiers d'état-major ricanèrent. Le sourire du major Kent était particulièrement large. Rustova s'avança, ses mouvements fluides. Elle ne regarda pas l'affichage holographique. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait mémorisé chaque octet de données transmises depuis cette région au cours des 6 derniers mois. « Mon général », commença-t-elle, sa voix stable. « Mon analyse des bavardages récents des communications insurgées, recoupée avec l'imagerie thermique satellite des dernières 48 heures, suggère une déviation de leur posture défensive standard. » Thorne fit un geste de la main dédaignée. « Déviation, sergent, ce sont des voyous prévisibles. Ils s'enterrent, ils attendent, on les tue. C'est ce qu'il faut. » Respectueusement, « Mon général, les schémas de bavardage n'indiquent pas une défense statique. Ils indiquent un mouvement coordonné. Les signatures thermiques ne sont pas concentrées dans le complexe que vous avez marqué comme cible principale. Elles montrent des fleurs de chaleur dispersées dans une douzaine de grottes et de surplombs le long de l'approche ouest, la route que vous avez désignée comme sécurisée pour l'exfiltration. » Elle marqua une pause, laissant l'information s'installer. L'attaque de diversion à l'est fonctionnera comme vous l'attendez, mais elle n'attira pas leur force principale. Elle attira une force symbolique. Le gros de leurs combattants, leurs cellules de vétérans, attendent sur la crête ouest. Ils ne défendent pas. Ils préparent une embuscade. Vos équipes marcheront droit dedans à leur sortie. Un silence tomba sur la pièce. Les chefs d'équipe, des hommes endurcis qui faisaient confiance à leur instinct et à leur général, se tortillèrent mal à l'aise. Le visage de Thorne avait viré à un rouge marbré profond. « Êtes-vous en train de me dire, sergent, dit-il, sa voix dangereusement basse, que vos algorithmes et vos fleurs de chaleur sont plus fiables que 3 décennies de mon expérience de combat? Remettez-vous en question mon plan tactique devant mes hommes? Je présente une évaluation des menaces basée sur les données, mon général. Les données suggèrent que l'ennemi anticipe votre plan d'attaque exact. Il tend un piège. » Thorne fit un pas vers elle, son imposante stature se profilant. « Et que suggèrent vos chiffres que nous fassions? Nous terrer ici sur cette montagne parce qu'un programme informatique a eu peur? Nous avons une fenêtre? Sergent, nous avons des renseignements exploitables sur une cible de haute valeur dans ce complexe. Nous frappons. La CHV n'est probablement plus à cet endroit, mon général, déclara Rustova platement. Le renseignement a 72 heures. Leur schéma de communication montre une transmission de haut niveau provenant de la crête ouest il y a 6 heures. Il s'est déplacé. Il commande l'embuscade. Le major Kent toussa dans son poing. Mon général, avec tout le respect dû, c'est spéculatif. Nous avons du renseignement humain solide. Merci, major, claqua Thorne, ses yeux toujours verrouillés sur Rustova. Sergent, vous êtes une analyste. Votre travail est de fournir des données, pas de formuler des stratégies. Vous les avez fournies. Maintenant, retournez à votre poste. Votre contribution à ce briefing est terminée. La finalité dans son ton était absolue. Il lui tourna le dos, un geste de mépris ultime, et fit à nouveau face à la carte. Comme je le disais, Alpha et Bravo vont. Rustova ne bougea pas pendant un moment. Elle observa l'arrière de sa tête, sa propre expression un masque parfait de neutralité. Elle avait présenté les faits. Elle avait fait son devoir. Le choix de les ignorer était le sien. Sans un mot de plus, elle recula de la table et se fondit dans les ombres à l'arrière du conteneur, sa présence redevenant une immobilité tranquille et observatrice. Les hommes dans la pièce oublièrent rapidement qu'elle était là, leur attention revenant à la voix tonitruante du général et à la carte lumineuse. Une carte que Rustova savait ne pas être un plan d'attaque, mais un plan pour un massacre.
Elle pouvait voir chaque étape de l'échec imminent, une cascade d'erreurs tactiques construites sur une fondation d'ego pur. Et elle ne pouvait rien faire d'autre que regarder cela commencer. Le premier signe du désastre ne fut ni une explosion ni un appel à l'aide. Ce fut le silence. À 4h27, la liaison de communication avec l'équipe Alpha devint morte. Pas de parasites, pas de transmission brouillée, mais une vacuité soudaine et stérile. Le caporal Jensen, le spécialiste des communications, travailla frénétiquement sur sa console, son visage pâle dans la lueur verte de l'écran. « Rien, mon général », balbutia-t-il en regardant le général Thorne. Perte totale du signal. L'équipe Bravo rapporte la même chose. Alpha vient juste de disparaître. Thorne se tenait rigide, les poings serrés. Rétablissez-les. Utilisez la fréquence de rafale. Ils ont probablement juste heurté une zone morte dans la topographie. Mon général, nous avons testé ces canaux. Il n'y a pas de zone morte sur ces crêtes, répondit Jensen, la sueur perlant sur son front. Rustova, qui surveillait un flux de renseignements des transmissions secondaires dans un coin du poste de commandement, parla sans lever les yeux. C'est un brouilleur à large spectre, mon général, haute puissance, de qualité militaire. Il n'utilise plus d'équipement récupéré. Thorne pivota vers elle. Je n'ai pas demandé votre avis, sergent. Avant qu'il ne puisse continuer, le monde extérieur explosa. Un profond boum-boum-boum guttural fut suivi par une série de craquements assourdissants alors que des obus de mortier marchaient à travers la forbe. Le sol trembla. Les lumières vacillèrent et moururent, plongeant le poste de commandement dans l'obscurité, sauf pour l'alimentation de secours par batterie des consoles. Des cris et des hurlements résonnèrent depuis le périmètre. « Rapport !» hurla Thorne dans le chaos, sa voix tendue par le choc. Le major Kent, qui avait été projeté contre une cloison, se releva. « Nous sommes sous attaque directe. Mortier à l'intérieur du périmètre. » Les systèmes défensifs de la FOB, une paire de tourelles antiaériennes automatisées, auraient dû intercepter les obus entrants. Rustova jeta un coup d'œil à son écran. « Les systèmes de guidage des tourelles sont hors ligne, mon général. Le signal de brouillage est multicouche. Il cible aussi nos fréquences défensives. » Thorne l'ignora, saisissant un combiné. Tous les postes, ici Nightingale 6. Repoussez les assaillants. Ripostez. Ciblez les positions ennemies. Il criait dans une ligne morte. Le brouilleur avait coupé leur connexion avec le monde extérieur et paralysé leur réseau interne. Ils étaient aveugles, sourds et seuls. Une autre série d'explosions, plus proche cette fois, secoua le bunker. De la poussière et des particules de béton pleuvaient du plafond. Un médecin entra en courant, son visage sauvage de panique. La tente médicale a pris un coup direct. Nous avons des victimes massives. Le générateur est en panne. Nous n'avons pas d'électricité pour la salle de chirurgie. Le chaos commença à consumer le poste de commandement. Les officiers criaient des ordres contradictoires. Les hommes couraient dans tous les sens, leurs visages maculés de terre et de peur. Thorne semblait paralysé. Sa stratégie, son monde entier se désintégrant autour de lui. Il avait planifié une frappe offensive nette. Il n'avait aucun plan de contingence pour un siège sophistiqué et coordonné. Son arrogance l'avait rendu fragile. Au milieu du tumulte, Rustova bougea. Elle n'était pas frénétique. Elle ne criait pas. Ses actions étaient délibérées, précises et totalement concentrées. Elle débrancha sa tablette de diagnostic de la console principale, sa batterie interne toujours lumineuse. Elle se dirigea vers un casier de stockage et sortit une trousse médicale de terrain standard et 3 garrots supplémentaires. Puis elle attrapa un fusil M4 du râtelier d'armes, vérifia l'action et le mit en bandoulière avec une familiarité aisée qui fit fixer le caporal Jensen, le technicien des communications. « Sergent, que faites-vous » demanda le major Kent, lui saisissant le bras alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Rustova se tourna vers lui. Ses yeux n'étaient plus l'ardoise calme de la salle de briefing. Ils étaient durs comme le silex et tranchants. La tente médicale est compromise. Les blessés ont besoin d'un point de triage stérile. Ce bunker est la structure la plus défendable. Faites entrer les blessés ici. La ligne de carburant principale du générateur longe le muret. C'était un défaut de conception. Elle a été sectionnée par les mortiers. Le générateur de secours est isolé et opéré manuellement, mais son système d'allumage est probablement grillé par la même impulsion EM qui a mis les tourelles hors service. Je vais le réparer. Pendant que je suis parti, vous établirez des points de collecte des victimes contre le mur ouest, loin de l'entrée. Elle ne demandait pas, elle donnait des ordres.
Kent était tellement abasourdi par son autorité soudaine qu'il lâcha simplement son bras. « Qui diable pensez-vous être » rugit Thorn, sortant finalement de sa stupeur. Rustova marqua une pause à la porte, tournant légèrement la tête. La lueur rouge de la sortie de secours projetait la moitié de son visage dans l'ombre. « Je suis celle qui a un plan, mon général. » Et puis elle disparut, s'évanouissant dans la nuit emplie de fumée. Pendant un moment, personne dans le bunker ne bougea. Ils fixèrent simplement la porte vide, les sons de la bataille se précipitant pour remplir le vide qu'elle avait laissé. Puis le caporal Jensen, le jeune communicant, se tourna vers les autres. « Vous l'avez entendu. Amenez les blessés. Mur ouest. » Il fut le premier à obéir à l'analyste. Lentement, puis avec une urgence croissante, les autres suivirent. Une nouvelle chaîne de commandement désespéré se formant dans les décombres de l'ancienne. Le monde à l'extérieur du bunker était un maelstrom de feu et de bruit. L'air était épais de cordite et de l'odeur de diesel brûlant. Des traceurs cousaient des lignes vertes et rouges à travers l'obscurité. Rustova se déplaçait à travers cela non pas comme un soldat paniqué, mais comme un prédateur dans son habitat naturel. Elle restait basse, utilisant les ombres des conteneurs endommagés et des bastions escobrisés comme couverture. Ses sens étaient pleinement vivants, traitant la cacophonie en une image tactique cohérente. Mortier depuis la crête sud, tirs de mitrailleuses lourdes depuis l'est, clouant les gardes dans les tours principales, attaques de sondage depuis l'ouest, conçues pour tester les points faibles. C'était un siège classique à axes multiples exécuté avec une efficacité brutale. Elle atteignit la zone de triage, ou ce qu'il en restait. La tente médicale était une ruine de toiles déchirées et de poteaux métalliques tordus. Les médecins et les soldats blessés étaient dispersés, certains rampant, certains hurlant. Les yeux de Rustova prirent la scène avec une évaluation froide. Elle vit un jeune soldat avec une grave hémorragie artérielle à la jambe, son visage cendreux. Un médecin essayait d'appliquer un pansement compressif, ses mains tremblant trop pour être efficaces. Rustova fut sur lui en une seconde. « Donnez-moi ça », dit-elle, sa voix coupant à travers sa panique. Elle le poussa de côté, attrapa un garrot de sa trousse et l'attacha expertement sur la cuisse du soldat, tordant le tourniquet jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Il a besoin de plasma et d'un brancard. Amenez-le au bunker de commandement. Maintenant. Elle passa au suivant, et au suivant, ses mains un flou de mouvements efficaces. Elle appliqua des sauts thoraciques, emplit les plaies et dirigea les valides pour porter les blessés critiques. En moins de 3 minutes, elle avait stabilisé 4 hommes et imposé un ordre fragile au chaos brut. Les médecins, qui étaient au bord de la rupture, suivaient maintenant ses instructions brèves et précises sans question. Elle était un point de calme dans la tempête. Le reste d'entre vous, au bunker, commanda-t-elle. « Allez !» Alors qu'il se précipitait, Rustova tourna son attention vers le générateur de secours. Il était logé dans un petit abri renforcé à 50 mètres, à travers un terrain découvert qui était arrosé de tirs de mitrailleuses intermittents. Elle prit une profonde inspiration, jaugea le rythme des rafales et sortit de sa couverture. Elle courut. Ce n'était pas un sprint désespéré, mais une course contrôlée et équilibrée, son corps bas au sol. La terre giclait autour de ses pieds alors qu'une rafale suivait son mouvement. Elle ne broncha pas. Elle ajusta simplement son chemin, zigzagant avec un instinct qui semblait anticiper la visée du tireur. Elle plongea les 5 derniers mètres, glissant derrière l'abri de béton du générateur alors que des balles étincelaient contre le coin où elle venait d'être. La porte de l'abri était verrouillée. Elle ne perdit pas de temps à chercher une clé. Elle se prépara, visa son M4 et tira 3 coups contrôlés dans le mécanisme de verrouillage. La serrure éclata en morceaux. Elle enfonça la porte d'un coup de pied et se glissa à l'intérieur. L'intérieur était sombre et sentait l'ozone. Le générateur était un moteur diesel massif, silencieux et froid. Elle sortit une petite lampe tactique de sa ceinture et promena le faisceau sur le panneau de contrôle. Comme elle l'avait soupçonné, le circuit d'allumage principal était mort. Une mince traînée de fumée s'élevait d'une carte fondue. L'impulsion l'avait grillée. Le contourner serait impossible sans les outils qu'elle n'avait pas. Mais il y avait une autre façon. Un remplacement manuel, une relique de conception plus ancienne, était intégré dans le bloc moteur lui-même. Une amorce à injection directe et une manivelle de volant. C'était une méthode de force brute destinée aux urgences et nécessitant une synchronisation précise et un effort physique immense. Elle trouva la pompe d'amorçage et la força 2 fois, injectant du carburant brut dans les cylindres. Puis elle attrapa la lourde poignée de manivelle en acier, l'ajustant sur l'écrou du volant. Elle planta ses pieds, ses muscles se tendant. La première traction fut atroce.
Le moteur était froid, l'huile épaisse. Le volant bougea à peine. Serrant les dents, elle y jeta tout le poids de son corps à nouveau, son dos et ses jambes tendus. Le moteur gémit, un piston tournant avec une lenteur géologique. La sueur coulait sur son visage. Les tirs de mitrailleuses à l'extérieur étaient constants maintenant, rongeant les murs de béton de l'abri. Il savait où elle était. Elle avait des minutes, peut-être des secondes. Elle prit une respiration, se concentra et tira à nouveau, une troisième fois avec un cri guttural d'effort. Le volant tourna une rotation complète, puis une autre. Le moteur toussa, octa, et puis, avec un rugissement assourdissant, il démarra. Les lumières sur toute la fobe vacillèrent, puis s'allumèrent avec éclat. Les tourelles antiaériennes automatisées, leur système redémarré, pivotèrent et crachèrent un torrent de feu dans l'obscurité, leurs canons Gatling déchirant l'air. Le tir de mortier entrant cessa presque immédiatement alors que les positions ennemies étaient supprimées. À l'intérieur de l'abri, Rustova s'appuya contre le générateur vibrant, sa poitrine haletante. La crise immédiate était évitée, mais le combat était loin d'être terminé. Elle vérifia son fusil, engagea une cartouche fraîche et se prépara à retourner au poste de commandement. L'ennemi savait que son avantage technologique était parti. Maintenant, il viendrait en force. L'accalmie dans les combats était trompeuse. Une respiration retenue avant le plongeon. Rustova retourna au bunker de commandement, un fantôme voletant entre des piscines de lumière durent nouvellement restaurées. La scène à l'intérieur s'était transformée. Le mur ouest était un hôpital de fortune avec les médecins qu'elle avait organisés travaillant méthodiquement sur les blessés. Le caporal Jensen était de retour à son poste, essayant frénétiquement de désembrouiller les fréquences brouillées. Les officiers, y compris un major Kent Millier, organisaient la distribution de munitions. Un air de but sinistre avait remplacé la panique initiale. Le général Thorne se tenait près de la carte holographique, son visage un masque de fureur et de confusion. Son autorité s'était évaporée, siphonnée par la compétence tranquille de la femme qu'il avait congédiée. Rapport du périmètre, dit Rustova en entrant, sa voix coupant à travers le bourdonnement bas d'activité. Tout le monde se tourna pour la regarder. Le major Ken s'avança. Les tourelles soutiennent. Les tourelles automatisées ont supprimé les équipes de mortiers, mais le mur ouest, il se masse pour un assaut au sol. Sergent, ils utilisent les formations rocheuses comme couverture. C'est une tentative de brèche. Ils utiliseront des RPG pour percer un trou dans les bastions Esco, puis inonderont la brèche, déclara Rustova, enlevant son sac. Les nids de mitrailleuses au tour 3 et 4 n'ont pas une ligne de vue claire sur l'approche. Elle pointa à un angle mort sur la carte holographique, la zone même que son analyse avait signalée des heures plus tôt. Ils perceront ici. Thorne parla finalement, sa voix râpeuse. Et je suppose que votre ordinateur portable a aussi une solution pour ça. Rustova rencontra son regard. Non, mon général. À fusil, oui. Elle se tourna vers un petit groupe de soldats en état de choc blotti près de l'entrée. Vous et vous, dit-elle, pointant vers un caporal et 2 soldats. Vous venez avec moi. Prenez des munitions supplémentaires et 4 grenades fumigènes. Le caporal, un homme nommé Diaz, regarda d'elle au général, son expression incertaine. Vous ne ferez rien de tel, tonna Thorne. Je commande ici. Tout le personnel maintiendra ses positions. Rustova l'ignora. Son attention était entièrement sur les soldats. L'ennemi va percer un trou dans notre mur dans les 5 prochaines minutes. Nous pouvons attendre qu'ils passent à travers ou nous pouvons les rencontrer à la porte. Qu'est-ce que ce sera? Diaz regarda ses camarades, puis Rustova. Il ne vit aucun doute dans ses yeux, seulement une certitude froide et dure. Il l'avait vu courir à travers les tirs de mitrailleuses. Il avait vu les lumières se rallumer. Il fit son choix. « Quels sont vos ordres, sergent ?» demanda-t-il. Les 2 soldats se redressèrent, leur peur remplacée par une lueur de résolution. Le visage de Thorne devint violet de rage, mais personne ne le regardait plus. Ils regardaient tous Rustova. « Nous allons établir une nouvelle position de tir sur le dessus du conteneur d'approvisionnement central, » expliqua-t-elle, sa voix basse et urgente. « Il nous donne un angle parfait vers le bas dans l'angle mort. Nous utiliserons de la fumée pour couvrir l'approche. Une fois en position, nous attendons la brèche. Nous les frappons à la seconde où ils essaient de passer. » C'était un plan suicidaire ou brillant. Les soldats ne se souciaient pas de savoir lequel. C'était un plan, et elle le menait. Ils se précipitèrent pour rassembler l'équipement qu'elle avait ordonné. Alors qu'elle se tournait pour partir, Tom bloqua son chemin,
son imposante stature remplissant la porte. « Je vous donne un ordre direct, sergent. Repos. » Rustova leva les yeux vers lui. Elle avait 30 centimètres de moins et 50 kilos de moins, mais elle ne recula pas. « Vous êtes relevé de votre commandement, mon général, » dit-elle, sa voix calme et portant le poids d'une finalité absolue. « Qu'avez-vous dit » siffla-t-il, sa main saisissant son épaule. « En vertu de l'article 92 du Code uniforme de justice militaire, continua-t-elle, sa voix ne s'élevant jamais, un ordre qui est manifestement illégal, tel qu'un ordre qui met volontairement en danger la vie de soldats par négligence grossière, n'a pas besoin d'être obéi. Votre refus de tenir compte du renseignement, votre échec à vous adapter aux conditions changeantes du champ de bataille et votre paralysie face à l'ennemi constituent une telle négligence. Vous êtes inapte à commander ce poste. Écartez-vous. » Pendant une seconde, Thorn fut sans voix. L'audace pure de cela, un sergent lui citant le UCMJ au milieu d'un échange de tirs, dépassait sa compréhension. Sa rage déborda, éclipsant la raison. Il la voyait non pas comme un soldat, mais comme la source de son humiliation. Il voyait la façon dont les autres la regardaient, puis le regardaient lui. Il devait réaffirmer sa domination. Son mouvement fut maladroit, né de la fureur. Il n'essaya pas de la frapper. Il essaya de l'humilier. Il la poussa en arrière, dans l'intention de l'envoyer s'étaler. Mais ce faisant, il tendit délibérément son pied. Une tentative brutale de la faire trébucher, de la faire paraître ridicule devant tout le monde. Ce fut la dernière erreur qu'il ferait jamais en uniforme. Au moment où sa jambe bougea, quelque chose en Rustova changea. Sa perception dut ensemble à se dilater. Le bruit frénétique de la bataille, les cris dans le bunker, tout s'estompa en un grondement sourd. Son pied se balançant vers sa cheville semblait se mouvoir avec une lenteur surnaturelle. Son corps répondit avant que son esprit ait le temps de former une pensée consciente. C'était une pure mémoire musculaire, une poésie cinétique profondément ancrée, affinée par un millier d'heures d'entraînement brutal et répétitif dans des endroits qui n'apparaissaient sur aucune carte. Elle ne trébucha pas, elle ne recula pas. Elle coula avec sa poussée, utilisant son propre élan contre lui. Son centre de gravité descendit. Son pied gauche pivota sur le sol de béton, un murmure de caoutchouc sur pierre. Sa jambe droite monta, non pas pour frapper, mais pour bloquer sa jambe qui trébuchait au genou, arrêtant son mouvement et le déséquilibrant instantanément. Dans le même mouvement fluide alors qu'il basculait en avant, son équilibre partit. Sa main gauche jaillit. Elle ne saisit pas son uniforme. Ses doigts se raidirent en une lame rigide, frappaient un point précis sur le côté de son cou, juste sous l'oreille. Le plexus brachial, un faisceau nerveux qui contrôlait le bras, lorsqu'il était frappé correctement, envoyait un choc en cascade à travers le système nerveux. Simultanément, le talon de sa paume droite frappa le processus mastoïde derrière sa mâchoire. Les deux impacts furent à quelques millisecondes d'intervalle. Il n'y eut pas de craquement sonore, pas d'effet sonore dramatique, juste un bruit sourd, solide et doux. Les yeux du général Marcus Thorn roulèrent en arrière dans sa tête. Son corps, qui avait été un vaisseau de fureur rugissante une seconde auparavant, devint complètement mou. Il s'effondra comme un sac de grains, son imposante stature heurtant le sol avec un bruit lourd et indigne. Il était inconscient avant d'atterrir. Un silence absolu et profond descendit sur le bunker de commandement. Le seul son était le crépitement distant des tirs depuis le périmètre. Chaque personne, Kent, Jensen, les médecins, les soldats fixa, bouche bée, stupéfaite. Il venait juste de voir un sergent, une analyste, terrasser un général 4 étoiles avec une seule séquence de mouvements élégante et terriblement efficace. Rustova se tenait au-dessus de lui, sa respiration régulière, sa posture parfaitement équilibrée. Elle baissa les yeux sur le général inconscient, son expression non pas de triomphe, mais de nécessité sinistre. Puis elle leva les yeux, son regard balayant les visages stupéfaits dans la pièce. Le caporal Diaz, tenant une grenade fumigène, fut le premier à briser le silence. Il avait servi une tournée en Afghanistan attaché à une force opérationnelle des opérations spéciales. Il avait vu des opérateurs bouger, vu leur létalité tranquille de près. Il avait entendu des histoires, des murmures de légendes, des indicatifs d'appel prononcés avec un mélange de crainte et de révérence. Il regarda la façon dont Rustova se tenait, la façon dont ses yeux semblaient tout voir, l'économie impossible de sa neutralisation du général. Un souvenir fit surface, un nom qu'il avait entendu une fois sur un réseau radio crépitant pendant une mission qui avait mal tourné. Une voix qui avait calmement guidé une escouade de Rangers coincée à travers un champ de mines. Un opérateur fantôme, une légende. Kestrel, murmura Diaz, le nom à peine audible.
Mais dans le silence de mort du bunker, cela résonna comme un coup de tonnerre. Le nom se propagea dans la pièce. Kestrel, ce n'était pas un nom d'un dossier de personnel. C'était un indicatif d'appel. Le major Kent fixa Rustova, son visage cendreux. Il comprit finalement. Le dossier mince, l'absence d'un signe, la confiance tranquille, les compétences impossibles. Elle n'était pas une analyste. Elle était un chien de berger envoyé pour surveiller un troupeau dirigé par un loup. Elle était un opérateur intégré sous la couverture la plus profonde, probablement pour observer et rapporter sur l'aptitude au commandement de Thorn. Et il avait échoué au test de façon spectaculaire. Le regard de Rustova se reposa sur Diaz. « Allons-y, caporal, dit-elle, sa voix a changé. Nous avons un mur à défendre. » Elle enjamba soyeusement le corps inconscient du général et sortit dans la nuit. Diaz et les 2 soldats, leur choc maintenant remplacé par une loyauté brûlante et fervente, suivirent sans hésitation. Ils l'auraient suivi dans la gueule de l'enfer. Et en ce moment, ils savaient qu'ils étaient sur le point de le faire. Le changement dans le moral de la fourbe fut sismique et silencieux. Alors que Rustova, Diaz et les 2 soldats se déplaçaient à travers le chaos, un chemin semblait se dégager pour eux. Les soldats qui avaient tiré sauvagement derrière leur couverture la regardaient maintenant, leur mouvement devenant plus contrôlé, plus discipliné, comme si par sa seule présence. Ils voyaient les 3 soldats la suivre, leur visage figé de détermination, et ils voyaient l'espace vide où le général Thorn était censé être. Aucun ordre ne fut donné, mais une nouvelle réalité s'était affirmée. Rustova mena sa petite équipe accroupie le long de la ligne de murs anti-souffle. « Fumez à mon signal », dit-elle à Diaz, sa voix un murmure bat contre le vacarme de la bataille. Vert puis rouge. Les variantes de couleurs confondront leurs observateurs. Ils atteignirent le dernier point de couverture avant le terrain découvert menant au grand conteneur d'approvisionnement central. C'était un sprint de 30 mètres à travers une zone de mort. Signal. Diaz tira les goupilles et lança les grenades. D'épais panaches de fumée verte et rouge jaillirent, créant un mur surréaliste et tourbillonnant de couleurs. « Allez !» commanda Rustova. Ils coururent, tête baissée, dans la fumée. Le monde devint un brouillard coloré et brumeux. Les balles sifflèrent à travers l'écran, invisibles mais terriblement proches. Ils atteignirent la base du conteneur, un mur d'acier s'élevant à 3 mètres au-dessus d'eux. « Faites-moi la courte échelle », dit Rustova à Diaz. Le caporal croisa ses mains et Rustova les utilisa comme tremplin, saisissant le bord supérieur du conteneur et se hissant avec un seul mouvement puissant. Elle roula à plat sur le toit, le M4 déjà dans ses mains, balayant le champ de bataille. Les 2 soldats grimpèrent après elle avec Diaz poussant d'en bas avant de se hisser en dernier. La vue était parfaite. De leur position élevée, ils pouvaient voir directement dans la zone de rassemblement ennemi, l'angle mort qu'elle avait identifié sur la carte. Des dizaines de combattants y étaient massés, blottis derrière la dernière ligne d'affleurement rocheux, se préparant pour l'assaut final. Un tireur de RPG était déjà agenouillé, visant la base du bastion Escaut. « Ils ne nous ont pas vus », murmura Rustova. « Attendez la brèche. Diaz, vous prenez le RPG. Je prends le mitrailleur qui le soutient. Peters, Collins, dit-elle aux soldats, tire de suppression sur le groupe principal dès que nous engageons. Rafale contrôlée. Faites compter chaque coup. » Ils s'allongèrent à plat sur l'acier froid, la bataille faisant rage autour d'eux, mais leur petit coin étrangement immobile et silencieux. C'était le calme du chasseur attendant que la proie entre dans le piège. En bas, le tireur de RPG tira. La roquette hurla sur la courte distance et s'écrasa dans le bastion avec une explosion massive, déchirant un trou déchiqueté dans le mur de fil et de gravier. Une acclamation monta des combattants insurgés. Leur chef, un grand homme avec une barbe, agita son bras en avant, et ils commencèrent à se précipiter vers la brèche. « Maintenant, » dit Rustova. Leurs fusils parlèrent comme un seul. Le premier tir de Rustova fut une chose de précision. Le mitrailleur ennemi, qui s'installait pour fournir un tir de couverture, s'effondra simplement, un trou net apparaissant dans son casque. La rafale de 3 coups de Diaz cousit à travers la poitrine du tireur de RPG alors qu'il tendait la main vers une deuxième roquette. Les 2 soldats ouvrirent le feu sur le groupe qui chargeait, leur tir discipliné et précis, exactement comme elle l'avait ordonné. L'effet fut dévastateur. Les insurgés de tête, pris dans un tir croisé parfaitement orchestré depuis un angle inattendu, furent fauchés. La charge vacilla, la confusion se transformant en panique. Ils s'attendaient à se déverser à travers une brèche dans une défense désorganisée. Au lieu de cela, ils avaient couru tête baissée dans une zone de mort préparée. Depuis les tours,
Les autres soldats virent ce qui se passait. Inspirés par la résistance soudaine et efficace, leur propre tir devint plus concentré, plus mortel. Ils commencèrent à cibler les insurgés qui se dispersaient maintenant, cherchant une couverture contre la tempête de balles venant du dessus du conteneur. La marée de la bataille avait tourné en moins de 30 secondes. L'assaut se brisa. Les combattants ennemis, ayant perdu leur commandement et l'effet de surprise, commencèrent à battre en retraite, traînant leurs blessés avec eux. En 5 minutes, les tirs diminuèrent, remplacés par les gémissements des blessés et les sifflements dans les oreilles des défenseurs. La phobe Nightingale avait tenu. Alors que l'eau commençait à se lever, projetant une pâle lumière grise sur le carnage, Rustova et son équipe restèrent sur le conteneur, balayant le champ de bataille maintenant silencieux pour tout signe de mouvement. La fumée s'était dissipée. La phobe était une épave de véhicules brûlants et de défenses brisées, mais elle était sécurisée. La voix du major Kent résonna sur la radio, la première communication interne depuis l'activation du brouilleur. Sa voix était hésitante, dépouillée de son arrogance antérieure. Tous les postes, rapport de statut. Diaz prit son combiné. Tour de guet 4, rapport, mon commandant, dit-il, regardant directement Rustova. Zone sécurisée. Kestrel assure la garde. Une pause à l'autre bout. Puis la voix de Kent, calme et remplie d'un nouveau respect profond. Bien reçu, tour de guet 4. Compris. Le soleil monta plus haut, un orbe orange brillant couronnant les pics déchiquetés des montagnes des Argos. La lumière illumina une scène de rituel tranquille et épuisée. Les médecins se déplaçaient parmi les blessés, leur travail maintenant aidé par la pleine lumière du jour. Des équipes de soldats las commencèrent la tâche sinistre de dégager les morts et de réparer le périmètre. Personne ne célébra. Ils avaient survécu, mais le coup était gravé sur chaque visage. Le général Thorne avait été tranquillement déplacé du sol du poste de commandement vers une couchette dans une pièce sécurisée. Sa carrière était terminée. Tout le monde le savait. Le rapport officiel serait aseptisé, citant le stress au combat ou une blessure à la tête causée par un obus de mortier. Mais la vérité se propagerait dans les rangs comme une traînée de poudre, une histoire racontée à voix basse dans les messes et les casernes pendant des années à venir. L'histoire de l'analyste silencieuse qu'ils avaient tout sauvé et du général qui avait essayé de la faire trébucher. Rustova finit par descendre du conteneur, son fusil tenu lâchement à son côté. Alors qu'elle marchait vers le poste de commandement, les soldats qu'elle croisa tombèrent silencieux. Ils n'acclamèrent pas et ne saluèrent pas. Ils arrêtèrent simplement ce qu'ils faisaient et la regardèrent passer. Certains hochèrent la tête dans un geste de respect profond et muet. Un jeune soldat, son visage couvert de suie, leva une gourde d'eau pour elle. Elle la prit, but profondément, et la rendit avec un hochement de tête. Le geste était un contrat, une reconnaissance. Elle était l'une d'eux. Plus que ça, elle était la raison pour laquelle ils étaient encore en vie. Elle trouva un endroit tranquille près de la tour de communication endommagée, loin de l'activité du camp principal. Elle s'assit sur une caisse de munitions vide et commença à démonter méticuleusement son M4. Ses mains bougeaient avec une grâce fluide et ancrée, désassemblant l'arme en ses composants essentiels. Elle nettoya chaque pièce avec un chiffon imbibé d'huile. Sa concentration était absolue. Le groupe de transport du verrou, le percuteur, la chambre en étoile. Chaque partie fut essuyée propre du sable et du carbone du travail de la nuit. C'était un rituel de clôture, une façon de se recentrer après la violence. La tâche méthodique et répétitive était une encre dans les conséquences chaotiques. Elle ne pensait pas au général, ni à la bataille, ni à ce qui allait se passer ensuite. Elle était concentrée uniquement sur la machine dans ses mains, l'outil qu'elle avait utilisé pour protéger les vies des autres. Une ombre tomba sur elle. Elle leva les yeux pour voir le major Kent. Il se tenait raide, son visage pâle, ses yeux évitant les siens. Il tenait une tasse métallique fumante dans sa main. « Café, sergent », dit-il, sa voix calme. Il n'utilisa pas son indicatif d'appel. Il ne savait pas s'il en avait le droit. Rustova interrompit son travail, prit la tasse et hocha la tête. « Merci, major ». Ken s'attarda, voulant clairement en dire plus, mais ne sachant pas comment. « Le premier transport arrive dans 2 heures », finit-il par dire. « Il amène des renforts et un nouveau CO, un colonel Matthews. Il a été briefé sur la situation. Il s'éclaircit la gorge. Sur vous ?» Elle hocha simplement la tête à nouveau, prenant une gorgée lente du café chaud et amer. La chaleur se répandit en elle, un petit réconfort dans l'air froid du matin. « Sergent Rustova, » dit Kent, rencontrant finalement ses yeux. « Ce que vous avez fait. Sans vous, nous serions tous morts. J'avais tort. Le général avait tort.
Nous vous devons tout. Vous ne me devez rien. Major, répondit-elle, sa voix égale. Vous le devez aux hommes que nous avons perdu d'apprendre de cela. L'arrogance est un fardeau plus lourd que n'importe quel sac à dos. Elle fait tuer les gens. Elle tourna son attention vers son fusil. Son message délivré. Le congédiement était doux, mais clair. Kent resta un autre moment, puis donna un hochement court et vif, et s'éloigna, ses épaules plus droites qu'elles ne l'avaient été un jour auparavant. Rustova finit de nettoyer son arme, la réassemblant avec la même efficacité pratiquée. Elle glissa le groupe de transport du verrou dans le récepteur supérieur. Le clic satisfaisant résonna dans le matin silencieux. Elle regarda les montagnes, leurs pics tranchant contre le ciel bleu brillant. L'air était propre maintenant, le goût de cordite emporté par le vent d'altitude. Un nouveau jour avait commencé. L'aphobe Nightingale avait tenu. Et sur un terrain poussiéreux, un sergent silencieux maintenait sa garde, son devoir accompli, sa valeur prouvée non par des mots, mais par le fait tranquille et indéniable du soleil levant.